On parle beaucoup de la mondialisation, et vous savez que c'est un sujet auquel je suis particulièrement attaché. Moi, comme historien, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'en retrouver les origines. Parce que beaucoup de gens sont amnésiques. Il faut remonter la mondialisation aux années 1980, une bonne trentaine d'années, mais ils oublient quand même que la mondialisation est un processus qui est long et qui a connu plusieurs phases. Je vais m'attacher aujourd'hui plus particulièrement à la première modernisation, la première mondialisation qui remonte en fait au XVe, XVIe siècle. Je voudrais ensuite, et c'est mon deuxième objectif aujourd'hui, montrer quelle place le Portugal a eue dans cette première mondialisation. Car en effet, lorsqu'à l'école on étudie les grandes découvertes, les découvertes des Portugais ne constituent qu'un préambule à la découverte de l'Amérique par les Espagnols et à la conquête du Mexique et des Andes par les conquistadors espagnols. On accorde donc très peu de place à l'expansion portugaise. On la fait remonter tout à fait logiquement donc, au XVe siècle, mais elle s'arrête très rapidement une fois que l'on a évoqué Vasco de Gama, qui en 1498 aborde sur les côtes de l'Inde. Je vais tout de suite, et puis après, je dirais, le XVIe et le XVIIe siècle, on en parle quasiment plus. On ne parle plus que de la conquête espagnole, on ne parle plus que des, comment dirais-je, la conquête du Mexique sur les Aztèques, du Pérou sur les Incas, mais pratiquement, il n'est plus question donc du Portugal. Alors je vais peut-être, dans un premier temps, rafraîchir les esprits et vous montrer la carte des grandes découvertes. Donc c'est indiqué en dessous de la carte, ça n'apparaît peut-être pas sur la vidéo, mais c'est pas grave. C'est donc indiqué en allemand Das Zeitalter der Entdeckung, ça veut dire l'époque des découvertes. Alors, je vous montre cette carte des découvertes. Vous avez ici la circumnavigation des Portugais autour de l'Afrique qui va les conduire en Inde. Je vous rappelle que les Portugais, aux environs de 1440, commencent leur circumnavigation. Ils passent le cap Bojador en 1434. Vous voyez, ils arrivent ici aux îles du Cap-Vert en 1460. Ils arrivent en fait au Congo. Bon, ici il est marqué 1576, mais ils étaient arrivés à l'embouchure du Congo bien avant, mais c'est pour Luanda en fait. Alors, ici vous avez le passage du cap de Bonne-Espérance par Bartholomé Diaz. Puis vous avez en fait tout le chemin suivi par Vasco de Gama qui arrive à Calicut, donc en 1498. Alors, les colonies portugaises vont se présenter sous la forme de simples comptoirs le long de la côte africaine. Ils auront également des escales à Aden, à Ormuz, ici, Ormuz qui contrôle le détroit qui permet d'aller dans le golfe Persique. Ils vont s'établir à Goa, Calicut, j'en ai déjà parlé. Ils s'établiront dans le courant du XVIe siècle à Ceylan. Ils vont
établir une étape également à Malacca, qui se trouve ici. Ils s'établiront également dans ce qu'on appellera plus tard l'Indonésie, et en particulier, un des derniers confettis de l'Empire colonial sera Timor oriental. Ils remonteront jusqu'à Macao et ils iront même, non pas pour établir une colonie, mais pour y faire un commerce, dans le sud du Japon. Ça, c'est pour la partie, je dirais, africaine et asiatique. Dans la partie occidentale, ils vont s'établir aux Açores, occidentales, je dis bien, et vont surtout s'établir ici, au Brésil. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel au niveau de la localisation. En fait, les découvertes des Portugais vont avoir une grande incidence, parce que c'est au XVIe siècle et au XVIIe siècle que, sur le plan culturel, des contacts vont s'établir entre, d'une part, la culture européenne et, d'autre part, les cultures asiatiques. Il y aura des mélanges culturels plutôt réussis, à Goa, par exemple, ou en Indonésie, où toutefois l'élément asiatique va dominer, l'élément portugais ne va jamais l'emporter, mais en revanche, il y a des lieux où il va y avoir un véritable rejet. Je pense en particulier à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle au Japon, puisque les Portugais avaient accosté également à Nagasaki. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les peuples asiatiques n'ont pas absorbé comme des éponges un certain nombre d'éléments culturels qui auraient dû apparaître pour eux comme des innovations et qui l'étaient. C'était en particulier le cas de l'horloge et l'imprimerie. Les peuples asiatiques n'ont pas pris ces découvertes comme elles devaient l'être et donc ne les ont pas acceptées. Voilà quelques grands principes sur le plan culturel. Alors, maintenant, il s'agit de faire un petit peu l'historiographie, c'est-à-dire de voir comment le problème des découvertes portugaises a été abordé par différentes écoles historiques. Il y a plusieurs thèses qui se sont affrontées. Je remonte bien entendu uniquement au XXe siècle, je ne remonte pas plus loin. Et il y a en particulier la thèse que développe Max Weber dans son livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Ici, je vous montre l'édition chez Plon. Évidemment, c'est un ouvrage qui est apparu en allemand, au début du XXe siècle. Et dans cet ouvrage-là, Max Weber insiste sur l'aspect culturel. Pour lui, si le Portugal n'a pas pu établir un empire colonial solide, c'est essentiellement parce que les Portugais qui étaient catholiques étaient, je dirais, attirés plutôt par le pillage et ils n'avaient pas une vision capitalistique, je dirais, des échanges. La thèse qu'il défend dans son livre, c'est que c'est au contraire le protestantisme qui va constituer un terreau favorable pour le développement de cette première économie monde. Même si ce concept d'économie monde n'apparaît pas chez lui, il apparaîtra beaucoup plus tard, en particulier chez Fernand Braudel, qui est un historien français décédé en 1985. Pour lui, les grandes découvertes ne vont
s'établir durablement en Asie qu'avec les Hollandais et avec les Anglais, qui sont des protestants. Alors cette thèse ne tient pas aux yeux de Simon Schama, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'embarras des richesses, la culture hollandaise au siècle d'or ». C'est un ouvrage qui est apparu en français aux éditions Gallimard, dans la bibliothèque illustrée des histoires. Vous voyez, c'est un ouvrage assez épais, qui montre que contrairement à l'idée reçue selon laquelle les Hollandais sont des gens austères qui épargnaient dans le but d'investir leur capital dans des entreprises et n'étaient pas prodigues, contrairement, je dirais, aux hommes d'affaires catholiques, eh bien, Schama montre que au XVIIe siècle, les Hollandais, en tout cas une partie de la bourgeoisie hollandaise, aiment bien justement le confort, le luxe, et que ce ne sont pas donc, ils ne correspondent pas à cette idée, je dirais, très austère que l'on peut avoir de ces marchands, de ces commerçants du nord de l'Europe. Ils s'intéressent aux beaux tableaux, ils sont prêts à investir dans des choses qui ont... dans le luxe, quoi. Donc il ne faut pas avoir une vision un peu trop manichéenne, celle que Weber avait, c'est-à-dire les catholiques n'investissent pas dans des affaires rentables à long terme, parce que justement ils dépensent leur capital à des choses qui ne sont pas indispensables, le luxe en particulier, et d'autre part, vous auriez donc les protestants, les Anglais, les Hollandais, les Néerlandais, qui eux auraient une vision plus dynamique, je dirais, de l'économie, liée justement à leur religion calviniste chez les Hollandais. Et puis l'anglicanisme est un mélange, comme vous le savez sans doute, du protestantisme et du catholicisme, bien que ce soit du protestantisme, je dirais dans sa forme, c'est du catholicisme. Voilà. Donc, ça remettait un petit peu les pendules à l'heure. Et puis alors vient un troisième auteur, je ne prends que les plus importants ici, qui est un auteur très très important, dont on parle beaucoup dans les milieux historiens à l'heure actuelle, qui est un auteur d'origine indienne. Donc ce n'est plus un Européen. Il s'agit de... Alors, je vais vous montrer bien entendu le livre, je vous dis d'abord, donc c'est de Sanjay Subrahmanyam. Alors je vous le montre. Donc Sanjay, S-A-N-J-A-Y, Sanjay. Alors, Sub, S-U-B, Raman, R-A-H-M-A-N, Yam, Y-A-M. Ça s'écrit en homme. Alors on voit tout de suite, en tout cas, on a l'intuition qu'avec un auteur de cette origine, les choses vont changer. Et effectivement, c'est un historien qui a, il doit avoir mon âge, je crois, quelque chose comme ça, il est un peu plus jeune que moi, je crois, même s'il paraît plus vieux, parce qu'il a une grande barbe. Alors, cet historien indien, non seulement voit les choses non pas du point de vue européen, mais pas spécialement non plus du point de vue asiatique. Il essaye de faire une véritable histoire globale, en voyant quelle est la part des différents peuples dans cette aventure qui est celle de la globalisation de l'économie dans sa première phase au XVIe et XVIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant avec cet auteur, bien entendu, c'est que cet auteur connaît une multitude de langues. Non seulement il a l'avantage d'avoir une culture, je dirais, double, asiatique et occidentale, mais surtout, il possède la connaissance linguistique de plusieurs langues asiatiques, et en particulier indiennes. Il
il connaît le portugais, il connaît l'anglais, il connaît le français, il lit également, il connaît les textes néerlandais, hollandais, et donc ça lui permet d'avoir une vision, je dirais, pas du haut de l'Himalaya, mais une vision globale des choses, parce qu'il connaît les sources, il a énormément lu, il est extrêmement cultivé. Et alors il a mis tout ça en cause. Il a mis toutes ces théories qui étaient venues avant lui sur la table, et il a essayé de reconsidérer le sujet. Alors son idée de base, c'est que il ne faut pas étudier l'histoire des grandes découvertes et l'histoire de l'économie à partir des rives européennes, mais qu'il faut aussi comprendre ce qui se passait sur place. Et que les États, les pays dans lesquels sont arrivés les Portugais à la fin, à l'extrême fin du XVe siècle et au XVIe siècle, eh bien que ces pays avaient déjà une longue histoire, histoire qui est tue dans les livres d'histoire, justement. On oublie que c'était de véritables civilisations. Ils ne sont pas arrivés en pleine sauvagerie quand ils sont arrivés là. Alors, il montre également que de 1500 à 1700, c'est-à-dire du début du XVIe siècle à la fin du XVIIe, il y a eu non seulement des évolutions en Europe, mais il y a eu des évolutions politiques et économiques dans ces États asiatiques. Et ça remet en question l'image un petit peu traditionnelle qui circule souvent, selon laquelle l'Asie, au fond, est une région du monde qui, jusqu'il y a un bon siècle, était en fait une région passive, pratiquement qui vivait sans histoire, hein, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire que l'histoire était immobile, il n'y avait pas de véritable évolution dans ces régions-là. Qu'au fond, la Chine du XVIIIe siècle et la Chine du XIVe siècle, sur le plan économique, sur le plan politique, c'est en gros la même chose. Même chose pour l'Inde. Comme si l'Inde du XVe siècle et l'Inde du XVIIIe siècle, ben finalement, cette histoire était fondée sur les mêmes paramètres, que cette histoire, au fond, évoluait très très lentement, alors que, parallèlement, dans les États européens, mais là, il y avait une véritable ébullition, que l'Europe progressait très rapidement. C'est un problème de point de vue. C'est un problème de point de vue. Tout dépend de l'endroit où on se place. Alors, pour Subramaniam, il y a en 1500, c'est-à-dire quand les Portugais arrivent, deux sortes d'États en Asie. Il y a d'une part des États commerçants, des régions commerçantes comme Aden, vous voyez tous où se trouve Aden, donc à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique, comme également Hormuz, O-R-M-U-Z, qui se trouve, vous vous souvenez, le détroit d'Hormuz, qui se trouve à l'extrémité du golfe Persique, donc entre les Émirats à l'heure actuelle et d'autre part l'Iran. C'est nécessaire que je vous montre tout cela ou bien non, ça va, vous voyez que tout ça se situe. Il y a donc d'une part des États comme ceux-là, et puis face à ça, vous avez des États qui sont, je dirais, des États plutôt agricoles, où la vie de ces États se situe essentiellement, le cœur de la vie de ces États se situe essentiellement à l'intérieur des terres, à savoir, d'une part la Perse, d'autre part l'Inde des Moghols. Les Moghols, c'est le nom d'une dynastie qui s'établit en Inde justement au début du XVIe siècle et qui vivra et finalement vivotera jusqu'au milieu du XIXe siècle. Voilà. Donc vous avez deux types d'États. Donc d'une part des grands États plutôt agricoles, plutôt ruraux, et d'autre part des États commerçants sur les côtes. Alors ça se passe comme ça
au début du XVIe siècle. Et dans son ouvrage, Subramaniam va montrer que, un siècle plus tard, il y a un basculement et que les États dont je vous parlais il y a un instant, ces très grands États, la Perse ou d'autre part l'Inde moghole, en fait ce sont des États qui sont entrés dans le circuit des échanges à grande échelle et sont devenus non seulement des États agricoles, mais aussi des États commerçants. Donc, autrement dit, il n'y a plus lieu d'opérer cette distinction entre ces deux types d'États. Par conséquent, les Portugais, lorsqu'ils arrivent, vont agir et réagir d'une certaine manière. Certains historiens ont même dit longtemps, je parle essentiellement donc avant Subramaniam, c'est pas la thèse qu'il défend, que les Portugais n'avaient pas le sens, je dirais, du profit, autrement dit, n'ont pas une mentalité capitaliste, mais lorsqu'ils partent là-bas, ils veulent faire essentiellement du pillage. Donc ils ont une mentalité très archaïque. Maintenant, on va voir un petit peu quelle est la position, selon Subramaniam, des Portugais. En fait, les Portugais ont une vision qui est double et contradictoire. Une partie des milieux d'affaires, mais seulement une partie de ces milieux d'affaires, ont une vision qui est celle de faire du profit. Une partie de ces milieux, bourgeois si vous voulez. Alors que l'État portugais, la royauté, ne part pas du tout dans cette optique-là, dans l'aventure coloniale, mais cherche essentiellement à atteindre des objectifs de type messianique, c'est-à-dire des objectifs religieux. C'est-à-dire, il s'agit pour le roi ou les rois successifs du Portugal, non pas de s'enrichir avant tout, mais d'abord de prendre en étau les Turcs ottomans, qui sont des musulmans, en faisant alliance avec un légendaire prêtre Jean qui se trouverait, dont le royaume se trouverait au-delà de l'islam, le tout étant de pouvoir le situer. Et donc les rois de Portugal ont l'intention de remonter, après avoir fait le tour de l'Afrique, de remonter dans la mer Rouge pour pouvoir attaquer et reprendre Jérusalem. Donc vous voyez qu'ils sont dans l'optique des croisés, des croisades. Ils ont une optique politico-religieuse. Alors que les marchands ont, eux, une autre vision des choses, mais je vous dis seulement une partie des marchands. Voilà la situation, telle qu'elle se situe, je dirais, en gros, entre 1500 et 1560, 1570. Donc, la première partie, première étape. Alors, à partir de 1570, les choses changent un petit peu. Pourquoi? Parce que, politiquement, d'ailleurs, à partir de 1580 jusqu'en 1640, c'est en fait une autre dynastie qui va diriger le Portugal, ce sont les Habsbourg. Autrement dit, c'est Philippe II qui, en 1580, va devenir roi de Portugal. Sa mère était la fille d'un roi de Portugal, et donc il devient roi de Portugal. Donc les troupes espagnoles, castillanes, occupent le Portugal. Jusqu'en 1640, lorsqu'il va y avoir un dynaste, plutôt le duc de Bragance, c'est-à-dire un membre de la haute noblesse portugaise, qui va prendre le pouvoir et établir, je dirais, une dynastie portugaise qui va tenir jusqu'en 1913, c'est-à-dire jusqu'à, c'est 1913, sauf pour ma part, l'établissement de la République au Portugal. Je crois que c'est 1913. En tout cas, au début du XXe siècle, ça c'est sûr.
Alors, ce qui se passe pendant cette période-là, donc entre 1570, donc déjà avant l'arrivée sur le trône d'Habsbourg, sur le trône du Portugal, il y a la résolution d'une crise financière et politique qui sévissait, je dirais, au Portugal. Et à ce moment-là, il est décidé que les Portugais vont aller à l'offensive et vont essayer de conquérir des États en Asie, des territoires plus exactement. Or, justement, la stratégie et la mentalité des dirigeants des États asiatiques a évolué depuis 1500. Certains États se sont raffermis, en particulier l'Inde des Moghols, qui était un État naissant vers 1500. Et à ce moment-là, donc, les Portugais vont avoir maille à partir, ils vont devoir lutter contre des peuples, contre des États qui ne sont pas prêts à se laisser faire. Il y a un autre élément qui intervient aussi, c'est que les Hollandais et les Anglais, mais c'est surtout vrai donc après 1600, se lancent dans la course. Eux aussi, ils veulent leur part du gâteau, mais ils ne réagissent pas tout à fait comme les Portugais. Ils ont une vision plus capitalistique, capitaliste si vous voulez, dans cette course à l'or, aux épices, etc. Enfin, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a un élément nouveau, c'est l'extraction d'argent, principalement des mines au Japon, qui va faire rentrer la Chine en tant que demanderesse, je dirais, de ce métal précieux. Et on peut dire que c'est à partir de 1570 qu'on peut parler véritablement d'une unification commerciale du monde, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que le premier tour du monde qui avait été mené, comme vous savez, par Magellan et Delcano, son lieutenant, entre 1519 et 1522, eh bien que cette course, qui était d'abord une course sous forme d'exploration géographique, va prendre toute sa dimension sur le plan commercial. Et en effet, il va y avoir des liens étroits entre les Amériques et l'Asie. Donc, c'est-à-dire que tout ne va plus se faire à partir de l'Europe comme précédemment. Vous vous souvenez que les Espagnols arrivent en Amérique en 1492 avec Christophe Colomb. Ils conquièrent des territoires vastes donc, en Amérique du Nord, puisque le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, comme vous savez, mais surtout en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Que d'autre part, les Portugais avaient établi des échelles, des comptoirs sur les côtes de l'Afrique, de l'Arabie et finalement de l'Inde, avant d'aboutir en Indonésie, en Chine et même au Japon, où ils n'établiront pas de comptoir, mais ils vont établir en tout cas des liens commerciaux au Japon. Eh bien, à partir de la deuxième moitié donc du XVIe siècle, il y a donc des liens également entre l'Amérique espagnole, bien sûr, et d'autre part l'Asie. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les Espagnols s'établissent aux Philippines. Et vous savez que les Philippines tirent leur nom de Philippe II, le fils de Charles Quint. Et donc il y a des liens, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'en Chine, on a besoin des métaux précieux qui sont extraits au Mexique.
en particulier dans les mines de Zacatecas. Et ça c'est au Mexique, mais alors en Bolivie, qui fait partie de la vice-royauté du Pérou à ce moment-là, les fameuses mines du Potosi, les mines d'argent. Ça va? Et donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut parler de globalisation. Parce qu'avant, vous comprenez bien, c'était de l'Europe, des liens vers l'Amérique et vers l'Asie. Maintenant, il va y avoir des liens également entre l'Amérique et l'Asie. Évidemment, tout cela est chapeauté par les Espagnols. Donc ça, c'est un élément nouveau qui va dépasser les Portugais, même si ils ont un souverain commun avec les Espagnols pendant une soixantaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme élément neuf? Je vous ai dit qu'il y a donc ces liens commerciaux tout autour de la Terre, ça c'est le premier élément. Je vous ai dit que la Chine et le Japon interviennent dans la production ou dans la consommation de ces métaux précieux. Le Japon, c'est la production, la Chine, mais c'est une demande qui intervient, qui va favoriser, bien entendu, les échanges en Chine et entre la Chine et les pays européens. Il faut savoir aussi que, et ça c'est un élément qui est mis en évidence par Subramanian, c'est que ça, ce sont des éléments qui sont exogènes, extérieurs aux pays européens, mais qui jouent, je dirais, dans la conjoncture internationale à la fin du XVIe siècle, c'est qu'il va y avoir une ouverture dans la deuxième moitié du XVIe siècle d'abord aux Portugais et puis aux Hollandais au Japon, mais très rapidement, après un demi-siècle, il va y avoir la fermeture complète des frontières du Japon qui va vivre replié sur lui-même, en gros entre 1610 et 1868, c'est-à-dire le moment où l'empereur du Japon, Meiji, rouvre sous la pression des Américains, c'est le fameux voyage du Commodore Perry, une dizaine d'années plus tôt, je crois que c'est en 1856, et la réouverture, je dirais, du Japon qui va permettre sa modernisation et son industrialisation. Alors le Japon va récupérer très très vite le retard qu'il avait par rapport à l'Europe, au point que, une trentaine d'années plus tard, le Japon défait l'armée russe, la flotte russe, et puis vous connaissez la suite, la Deuxième Guerre mondiale, où le Japon est une des plus grandes puissances militaires dans le monde. Et ça va se faire très vite. Donc le Japon sort, si vous voulez, du Moyen-Âge 30 ans avant la fin du XIXe siècle, et en 1940, je dirais même en 1930, c'est un État qui a des visées déjà impérialistes sur la Chine, puisque c'était les années 1930-32 que la Mandchourie est conquise, et puis 1936-1937, c'est la Chine, le reste de la Chine qui commence à être conquise par les Japonais, et puis en 1940-41, mais je dirais c'est toute la région pacifique et le sud-est d'Asie qui est conquis par les Japonais. Donc ça s'est fait très très rapidement finalement. Ça va? Maintenant je reviens à mon point de départ, puisque j'étais au XVIe siècle, c'est que les Jésuites vont avoir un rôle très important dans la conversion des Japonais qui étaient essentiellement bouddhistes ou shintoïstes, au christianisme, et c'est comme ça qu'à la fin du XVIe siècle, il y a 300 000 Japonais qui sont chrétiens. À la fin du XVIe siècle, tenez-vous bien, la fin du XVIe siècle. Les chrétiens vont être vécus comme une menace, il y aura un repli identitaire, les chrétiens vont être persécutés, donc beaucoup vont être exterminés, et donc, à partir, je vous ai dit, de 1610, la fermeture totale. Donc ça, je dirais, les Portugais ne sont pas responsables de cela, mais on est bien dans une conjoncture internationale où on doit tenir compte des éléments religieux, des éléments monétaires liés à l'économie sur place, Japon et Chine, et c'est dans ce contexte-là qu'interviennent les Portugais et puis les Hollandais et les Anglais, les Britanniques. Ça va? Il se fait que, au XVIIe siècle,
le contexte, je vous l'ai dit, militaire et le contexte politique n'est plus le même. D'autant plus qu'il y a eu l'invention d'une série d'armes à feu dans le courant du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, que vont utiliser les soldats de ces États asiatiques, bien entendu. Et donc le rapport de force sur le plan militaire ne sera plus le même. Et c'est ainsi que progressivement, et là on va passer dans la troisième phase qui se situe, je dirais, vers 1630 et qui va jusqu'à 1670, donc on approche de la fin du XVIIe siècle, qui fait que les Portugais ne seront plus du tout à même de pouvoir mener une concurrence efficace face aux Hollandais et face aux Anglais, mais surtout face aux Hollandais. C'est ainsi que la plupart des colonies portugaises d'Asie au XVIIe siècle deviennent hollandaises. Donc les Portugais vont perdre Ceylan, ce qu'on appelle Sri Lanka pour l'instant. Ils vont perdre tout leur comptoir qui se trouvait en Indonésie, à part Timor oriental dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais l'Indonésie va devenir en fait le fleuron de l'empire hollandais. Alors qu'au départ, ce sont les Portugais qui avaient établi leur siège pour l'achat des épices, comme vous savez. N'oubliez pas que le mot Inde, à l'époque qui nous intéresse, couvre un territoire qui est beaucoup plus vaste que l'Union indienne. On parlait d'Inde en parlant de la région qui allait du Pakistan, qui couvrait jusqu'aux Philippines pratiquement. Donc ça comprenait le Pakistan, l'Union indienne actuelle, Sri Lanka, le Bangladesh, bien entendu, la Birmanie, ça comprenait aussi la Malaisie, ça comprenait aussi l'Indonésie. Vous savez que l'Indonésie couvre sur un espace extrêmement vaste, qui correspond pratiquement à la dimension de l'Europe. Si vous voyez ça, je dirais, en comprenant son espace maritime à l'heure actuelle. Vous voyez ici, oui, quand je dis l'Europe, c'est l'Europe continentale. Vous voyez ceci, où je ne prends pas évidemment les pays scandinaves. Vous voyez l'Indonésie. L'Indonésie, c'est tout ceci. Ça va? Enfin, non, ça ne comprend pas les Philippines actuelles, mais les Indes, à l'époque, ça comprenait tout ceci. Donc c'est un territoire qui est extrêmement vaste. Alors, il faut remettre les choses également à leur juste dimension. Il faut savoir que vers 1570, il n'y a que, entre guillemets, 20 000 Portugais qui habitent dans les territoires où ils ont des comptoirs ou qu'ils ont conquis. Et cela va, donc, à ce moment-là, je ne parle pas du Brésil dont je vais parler dans un instant, et cela va depuis la côte orientale de l'Afrique jusqu'à Macao, jusqu'au Japon. 20 000. 20 000, c'est quand même pas énorme. 20 000, c'est, je crois, le nombre d'habitants à Nivelles, sauf erreur de ma part. Quand je prends Nivelles-Ville, je ne prends pas les petites communes qui se trouvent autour, donc 20 000 habitants. Donc c'est le nombre de Portugais depuis l'Afrique orientale pour toute l'Asie. Donc il faut relativiser les choses. Donc les Portugais ont certainement joué un rôle moteur qu'il ne faut pas surestimer malgré tout, parce que je vous ai dit que sur le plan commercial, les États asiatiques interviennent depuis la deuxième moitié du XVIe siècle. Il n'y a plus seulement, comme en 1500, que des États, je dirais, qui vivent en ayant comme centre de leur économie l'agriculture. Je vous ai dit que la plupart, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, sont des États qui sont en même temps agricoles et en même temps commerçants. Il n'y a plus cette séparation entre les deux catégories que j'évoquais donc en 1500. Donc 20 000. Alors, vous devez vous dire qu'en 1600, pour vous donner un autre ordre de grandeur, au Bengale,
il y a 20 000 Européens, rien qu'au Bengale, en 1600, donc 30 ans plus tard. Mais là, je prends toutes les nations confondues, hein, britanniques, français, portugais, hollandais. 20 000. Alors, je vous ai dit il y a quelques instants, je vous ai annoncé que j'allais vous parler du Brésil. Alors, le Brésil, l'exploitation du Brésil va avoir effectivement un rôle important quant au désintérêt relatif et à un moment donné obligé du Portugal pour l'Asie. Pourquoi? Le Brésil est découvert par Cabral en 1500. Donc, je vous remonte la carte. Cabral arrive en 1500 ici. Vous voyez, Porto Seguro, ici. Donc c'est l'endroit où arrive Cabral en 1500. Le Brésil est en fait un pays qui tire son nom du bois de braise. Hein, et donc, j'ai déjà lu ça avec vous aussi. Voilà, donc c'est un prérequis. Hein, vous vous souvenez de ce que j'ai pu dire sur le Brésil au XVIe siècle, qui est d'abord un pays d'où on produit du bois, puis on va produire du sucre, puis on va, grâce à des découvertes importantes faites dans les années 1690, on va commencer à produire de l'or, même si ça s'appelle de l'or brun. Vous vous souvenez de cette ville que l'on appelle Ouro Preto, hein, qui veut dire or brun. Au XVIIIe siècle, le Brésil va devenir, une colonie extrêmement importante pour les Portugais, parce qu'on manque d'or, il y a une faim d'or en Europe à ce moment-là. Et puis je vous avais expliqué qu'au XIXe et au XXe siècle, là c'est le café, hein, qui intervient. Donc il y a eu 4 cycles que j'avais bien, je crois, expliqué très clairement au premier semestre, ça devait être vers le mois de novembre, quelque chose. Vous étiez en stage peut-être en novembre, donc c'était en décembre, enfin au début décembre, quelque chose comme ça. Bon. Donc, on comprend que les Portugais, devant la concurrence des Hollandais, des Britanniques, devant la résistance de ces États asiatiques qui réagissent d'une manière beaucoup plus vigoureuse, vive qu'au XVIe siècle, en tout cas dans la première partie du XVIe siècle, devant également, toutes les difficultés qu'ils connaissent, et en particulier à partir de 1570, je ne vous l'ai pas dit, mais il n'est jamais trop tard pour le dire, l'échec des Habsbourg, c'est-à-dire des rois d'Espagne, qui sont en même temps, à partir de 1580, qui sont en même temps rois du Portugal, échec des Habsbourg pour inciter des entrepreneurs privés à investir dans l'empire colonial d'Asie. En effet, les rois d'Espagne et du Portugal à ce moment-là, puisque ce sont les mêmes, donc essayent d'inciter les Juifs convertis au christianisme à investir dans les colonies, ils n'y parviennent pas. Et c'est ce qui explique que dans la deuxième moitié, à partir de 1550, l'État portugais se retire de l'entreprise coloniale, alors qu'il avait été très actif pendant toute la première moitié du XVIe siècle, espérant que l'initiative privée allait prendre le relais. Pourquoi? Mais je vous l'ai expliqué déjà, c'est que finalement, les rois du Portugal considèrent que leur objectif à eux, qui est un objectif messianique, un objectif religieux, n'est pas atteint, et que ces colonies ne répondent, la création de ces colonies, de ces comptoirs, ne répond pas à leur objectif premier, qui était de prendre en étau les Turcs en passant par la mer Rouge. Et donc, il y a une césure, une fracture, un hiatus entre, d'une part, l'objectif politico-religieux des rois du Portugal, et d'autre part, celui de ces milieux d'affaires, mais qui eux-mêmes vont, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants,
l'instant, ne pas avoir suffisamment d'énergie face aux Hollandais, face aux Anglais. Voilà. Est-ce que tout cela est clair? Alors, donc vous voyez que mon objectif était très clair, je l'ai dit au début du cours, c'était en fait de combler une lacune importante des manuels scolaires que vous utilisez pour vos stages. Lorsqu'on étudie les grandes découvertes, on ne voit les découvertes des Portugais qu'au XVe siècle. On parle de la circumnavigation autour de l'Afrique, où ils établissent des comptoirs, et puis on s'arrête en fait en 1498, donc en 1500, pour faire, voilà, au moment où Vasco de Gama atteint l'Inde. Et puis on ne parle plus des Portugais, on se met à parler des Espagnols. Or moi je voudrais que dans vos cours, vous parliez également du Portugal après 1500 pour montrer à vos élèves que le Portugal a eu un rôle essentiel dans cette première phase de la globalisation, de la mondialisation dont on parle tant maintenant. Ils ont été, je dirais, les pionniers, hein, qui a permis comment dirais-je, des liens commerciaux entre l'Europe, l'Afrique, d'autre part l'Asie, que les Espagnols ont poursuivi en établissant des liens entre l'Amérique d'une part et l'Asie d'autre part, mais ils ont joué un rôle vraiment de moteur. Hein. Ne fût-ce, je dirais, que par l'usage de la langue, pour que tout le monde puisse se comprendre dans les échanges commerciaux, eh bien c'est une lingua franca, c'est-à-dire la langue utilisée pour les échanges, sera basée essentiellement sur le portugais, auquel sera, donc pour tout l'océan Indien, auquel sera mélangé, bien entendu, d'autres langues comme le tamoul, comme l'hindi, le bengali, des mots d'arabe, voilà. Mais le portugais va servir de langue fédératrice, je dirais, pour les échanges. De la même manière que maintenant, pour les échanges, c'est l'anglais, au niveau international, on est bien d'accord. Hein, si les Chinois veulent commercer avec l'Allemagne, on se rend bien compte, hein, c'est en anglais qu'ils vont communiquer. Eh bien, à cette époque-là, c'est un portugais, évidemment transformé avec des mots des différentes régions avec lesquelles ils commercent, qui va devenir la lingua franca, la langue de communication. Je crois que c'est quand même intéressant de savoir. Voilà. Alors, il faut peut-être savoir aussi que les derniers confettis de l'Empire portugais, c'est Macao, qui est devenu chinois après Hong Kong, curieusement. Hein? Macao est maintenant chinois. Vous voyez où se trouve Macao? Je vous le montre alors. C'est près de Hong Kong. Hein? Macao se trouve ici. Et Hong Kong, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, quand je dis à côté, c'est sur une carte comme celle-ci, hein, mais évidemment, c'est un problème d'échelle. Hein. Donc, Hong Kong se trouve juste là, vous voyez, et Macao est là. Donc, je crois que c'est aux environs de 1997, il me semble. Je ne sais plus si c'est Hong Kong ou Macao qui est devenu à ce moment-là chinois. Mais jusqu'à ce moment-là, il y avait encore un gouverneur, donc portugais, qui dirigeait Macao. Ceci dit, Macao était devenu une ville très endormie, où il y avait pratiquement plus que des Chinois. Mais il y avait une administration portugaise, c'était des gens assez riches qui allaient là pour, je dirais, pour jouer au casino, une sorte de Monaco, si vous voulez. Mais il y avait encore des Portugais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une architecture portugaise aussi à Macao. Comme il y a une architecture portugaise aussi à Goa, qui se trouve sur la côte occidentale de l'Inde. Donc, ce sont des traces, si vous voulez, d'une présence coloniale qui est bien lointaine. Et il n'y a pas si longtemps que cela que Timor oriental est devenue indépendante, il y a quelques décennies seulement. Est devenue indépendante, et entendons-nous bien, sauf erreur de ma part, elle a été conquise par l'Indonésie, donc elle n'est plus indépendante. Enfin, son indépendance avait été proclamée au milieu des années 1970, au moment où il y a eu la chute du régime salazariste au Portugal, et au moment où toutes les colonies africaines du Portugal sont devenues indépendantes, à savoir le Mozambique, l'Angola, les îles du Cap-Vert,
alors la Guinée-Bissau, et je crois que c'est tout, hein. Il y a, oui, Sao Tomé et Principe. Voilà. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques livres. Je vais plus vous montrer ceux qui ont été déjà présentés. Alors, pour l'histoire du Portugal, de Albert Alain Gourdon, il y a que sais-je. Alors, la grande épopée des découvertes a fait l'objet d'un roman versifié sous une forme poétique du grand écrivain portugais du XVIe siècle, qui est un petit peu l'équivalent de Cervantes pour, je dirais, pour les Espagnols, ou de Shakespeare pour les Anglais. C'est le grand auteur portugais qui s'appelle Camões et qui a écrit un livre qui s'intitule Les Lusíadas, hein, donc Camões, ça s'écrit C-A-M-O-E-N-S, Camões, et les Lusíadas, en fait, c'est tiré de son propre prénom, il s'appelle Luís. Hein, et alors en portugais, c'est Os Lusíadas. Hein, on parle de portugais tout à l'heure, c'est Os Lusíadas. Alors c'est en fait un roman où il mêle, je dirais, des événements historiques concernant toute cette épopée des Portugais dans l'océan, autour de l'Afrique et dans l'océan Indien, mais il mêle également des éléments de pure fiction comme des monstres, des tas de choses comme ça. Voilà, et des divinités. Alors, quand on aborde l'histoire économique globale, pour les temps modernes, on doit se référer tout d'abord au moins aux 2 tomes de l'histoire dirigée par Pierre Léon, l'histoire économique et sociale du monde, chez Armand Collin, l'ouverture du monde, 14e, 16e siècle. Et le tome qui suit, qui s'intitule Les hésitations de la croissance, 1580-1730, donc ces 2 volumes-là correspondent, je dirais, à la période dont j'ai traité aujourd'hui. Alors le grand auteur qui s'est vraiment intéressé au problème de l'économie monde, c'est Fernand Braudel, qui en 1979 a publié Civilisation, matériel, économie et capitalisme, 15e-18e siècle, et il faut lire, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le tome 3, qui s'intitule Le temps du monde. Il y a tout un chapitre sur ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, et qui est donc antérieur aux interprétations de Sanjay Subramanian. Alors, le même auteur a fait un petit résumé dans un petit livre chez Artaud des 3 grands volumes qu'il a publiés donc à l'économie monde, donc c'est celui-là qu'il faut lire dans un premier temps. Alors, Wallerstein est en fait un sociologue, économiste américain qui a créé le centre Fernand Braudel aux États-Unis et il a publié Le capitalisme et économie monde, 1550-1640 chez Flammarion. Alors, de Charles von Linden, un historien belge, les origines de la civilisation atlantique, de la Renaissance à l'âge des Lumières chez Albin Michel. Vous allez me dire, mais pourquoi je suis en train de vous montrer cet ouvrage-là? Parce que, en fait, je vous ai dit que toute cette économie qui se met en place est une économie globale où tous les éléments doivent être pris en compte. Hein. Je vous ai dit que le Portugal va vers l'Asie, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même le Brésil et que l'attitude de l'État portugais, de l'Estado do Índia, hein, est liée, je dirais, à une politique, je dirais, mondiale à ce moment-là. Alors, je vous ai montré tout ceci. Alors, un ouvrage qui vient de paraître et qui est essentiel, donc il y a 1000 pages, vous pensez bien que je n'ai pas encore tout lu, de Jean-Louis Margolin et de Claude Markowitz, Les Indes et l'Europe, histoire connectée, 15e, 21e siècle, chez Folio. Alors là, évidemment, cet ouvrage est tout à fait essentiel. Hein. Voilà. Donc ça ne concerne pas seulement le Portugal, mais les Hollandais, les Français, les Britanniques. Alors de Paul Meyer, c'est très intéressant, justement le chapitre qui porte sur le 16e, 17e siècle, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé aujourd'hui,
d'Éric Paul Meyer, Une histoire de l'Inde, des Indiens face à leur passé, chez Albin Michel. Oui, je ne vous ai pas fait remarquer ici, mais le mot le plus important, c'est histoire connectée. C'est ce que j'ai essayé de faire ici, hein, histoire connectée. Parce que souvent, avant, on faisait l'histoire du Portugal, hein, les grandes découvertes éventuellement, l'histoire des Mongols parallèlement, et on ne faisait pas le lien entre les deux. Moi, j'ai essayé de faire le lien, enfin, c'est plutôt Subramanian qui a fait le lien, moi je n'ai fait qu'il n'était que son porte-parole. Alors, dans la série Mémoire chez Autrement, Pondichéry, 1674-1761, l'échec d'un rêve d'empire. Pondichéry, je vous le rappelle, hein, était une colonie du sud-est de l'Inde, une colonie française. Histoire de l'Indonésie de Jean Bruat, en que sais-je. L'Indonésie d'Olivier Sevin, en que sais-je. Alors, sur les relations, je dirais, entre l'Europe et d'autre part le monde extra-européen, du point de vue de l'histoire économique, pas spécialement du point de vue de l'histoire économique, vous avez Jean Meyer, Les Européens et les autres de Cortés à Washington, c'est chez Armand Collin, Pierre Chaunu, en Nouvelle-Clio, Presse universitaire de France, Conquête et exploitation des nouveaux mondes, ça concerne le XVIe siècle, L'expansion européenne, 1600-1870 de Frédéric Moreau, dans la même collection, même si la présentation est différente. Alors, dans une collection dont la parution vient de se terminer il y a un mois, dans la collection Histoire et civilisation, collection présentée par Jacques Le Goff, les nouvelles routes de l'Orient, publiées par National Geographic. Alors, il reste encore un ouvrage intéressant, Le poivre, moteur de l'histoire, du rôle des épices et du poivre en particulier dans le développement économique du Moyen-Âge, un petit ouvrage de Cipolla, Carlo Cipolla, édité par l'Esprit Frappeur, ça coûte 1,50 €, hein, très bien fait, de Jean Favier, De l'or et des épices, Naissance de l'homme d'affaires au Moyen-Âge, chez Fayard. Et enfin, pour terminer, un ouvrage récent de Philippe Norel, qui est un économiste, L'histoire économique globale, dans la collection Point au Seuil. J'ai dit.